Bonjour tout le monde. Moi, je vais me mettre de ce côté parce que j'ai besoin de regarder plus mes slides. Merci Mehdi pour l'invitation d'abord. Alors, moi, je suis Mounem Eliakoubi, je suis enseignant-chercheur à Télécom Sud Paris. On travaille ici à NanoInnov depuis 5 ans. Et le travail, en fait, que je vous présenter, c'est un travail, il rentre dans le cadre d'un projet qui s'appelle Allright. En fait, c'est comment utiliser, en fait, des signaux comportementaux, comme l'écriture, la voix, la marche, pour essayer de caractériser la maladie d'Alzheimer à un stade débutant. Donc c'est un projet qu'on a initié avec ma collègue Sonia Garcia, qui est là depuis quelques années. On avait commencé par des étudiants de master. Et aujourd'hui, on a un étudiant qui est là aussi, Christian Caindo, donc qui est en fin de thèse. Et c'est un travail, en fait, qui est en collaboration avec l'hôpital Broca, avec le professeur Anne-Sophie Rigaud, qui est médecin gériatre et qui est expert en gérontechnologie, et Victoria Christanchou, qui est neuropsychologue. Et en fait, l'objectif qu'on cherche à réaliser, c'est comment identifier des indicateurs. Donc, pour le coup, c'est des biomarqueurs comportementaux pour discriminer 3 groupes, 3 classes. Alors, des contrôles, ce qu'on appelle les HC, des patients neurotypiques, à profil neurotypique, et puis les Alzheimer, on s'intéresse, nous, à un Alzheimer à un stage débutant, parce qu'on est dans une optique, en fait, d'aide au diagnostic. Et puis aussi caractériser le MCI, qui sont les troubles cognitifs légers, qui est la phase, en fait, intermédiaire entre le contrôle, quand on a un profil cognitif normal, et puis après, l'Alzheimer à un stade débutant est détecté. Alors, l'intérêt aussi, c'est qu'on considère tout, que ce soit la voix, l'écriture ou la marche, ce qu'on appelle des activités écologiques, parce que finalement, c'est quelque chose facilement collectable. Tout le monde connaît, tout le monde sait comment marcher, comment écrire, comment parler. Et donc, il n'y a pas une phase d'apprentissage de l'exercice. Et puis, en plus, les capteurs en question, en général, ils sont à bas coût. Donc, en fait, déjà, on parle d'écriture, et la reconnaissance de l'écriture elle-même, c'est un sujet très mature, qui existe depuis longtemps. Moi-même, j'avais travaillé très longtemps sur développer des logiciels pour la reconnaissance des adresses postales, des chèques bancaires, pour la Poste française et américaine, par exemple. Et quand on commence à traiter ce problème, on réalise rapidement, en fait, qu'il s'agit du problème inverse. Quand il s'agit de faire de la reconnaissance de l'écriture, par exemple des adresses, il s'agit de reconnaître des caractères, des mots, des phrases, indépendamment du style, de la qualité. C'est quelque chose qu'on cherche à réduire. Alors que pour tout ce qui est évaluer une condition relative à la santé, on cherche plutôt à détecter des dégradations indépendamment du contenu. Okay, donc c'est vraiment le problème inverse. Et le second problème, c'est qu'une fois qu'on sait qu'il s'agit de détecter des dégradations, c'est quoi une dégradation? Donc la dégradation elle-même, c'est quelque chose qui est mal défini. Quand on a affaire à des textes comme ceux-là, malheureusement, ils sont assez petits. Mais nous, justement, quand on a commencé à regarder ce problème, on s'attendait au début qu'on a affaire en fait à des textes auxquels les Alzheimer, d'après l'état de l'art, ils écrivent en général de manière ralentie, peu fluide, alors que les contrôles, en général, ils écrivent plutôt rapidement, et il y a une bonne fluidité, etc. Et en fait, dès qu'on a commencé à avoir ce problème, en fait, on a réalisé que ce n'est pas tout à fait ça. Alors, mais, donc ça, c'est plutôt un facteur complexe. Mais un autre avantage, c'est que nous, on considère quand même d'essayer d'analyser l'écriture à travers les tablettes numériques. Et la tablette numérique, contrairement à quand on écrit sur papier, et on fait le scan, on a toute une panoplie en fait, de paramètres spatio-temporels qu'on peut exploiter, comme la vitesse, l'accélération, la vitesse, la pression, etc. Donc pas mal de paramètres spatio-temporels. Et donc, s'il y a une dégradation ici, on peut espérer la trouver par ici. Alors, Mehdi m'a demandé de faire le focus un peu sur l'aspect donné. Donc, aujourd'hui, j'ai orienté ma présentation sur cet aspect donné en ciblant particulièrement 3 points que je trouve très importants. La taille de données qu'on a en notre possession. Est-ce que les 3 classes dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'Alzheimer, les contrôles, l'MCI, est-ce que ce sont des classes homogènes ou pas? Est-ce que chaque classe se comporte de manière homogène?
Et un aspect qui est peu abordé, c'est que est-ce qu'il y a une intention de communication quand on parle d'écriture, quand on la regarde d'un angle de vue santé. Et en fait, ce que je vais montrer tout au long de la présentation, c'est qu'en fait, la modélisation de signaux comportementaux, comme l'écriture, c'est vraiment différent de quand il s'agit de modéliser en fait l'écriture ou la voix, etc., mais pour des tâches de communication. Par exemple, la reconnaissance de la parole, la reconnaissance de l'écriture, etc. Et donc, en fait, nous, notre méthodologie, c'était justement adopter une méthodologie qui est guidée par les données. En fait, au lieu d'appliquer plutôt des méthodes de machine learning à la mode, en fait, actuelle, aux problèmes de santé, en fait, c'est plutôt l'inverse qu'on va essayer de faire, c'est plutôt laisser la nature du problème, des données liées à la santé, guider le choix des méthodes de machine learning et les adapter. Donc, je commence d'abord par la phase d'acquisition. Donc, en fait, on a considéré pour l'écriture un certain nombre de tâches qu'on demande aux différentes personnes de réaliser. Donc, il s'agit d'un texte imposé que tout le monde écrit, un texte spontané libre, et puis des boucles, des séries de boucles, des dessins de différentes sortes. Et puis, en plus de ça, donc, on leur fait écrire des chèques, remplir des adresses et puis des signatures. Alors, la tablette en question, s'il s'agit d'une tablette Wacom, donc qui permet en fait de collecter en fait la position et la pression à travers le temps. Mais à partir de ces éléments, on peut calculer facilement la vitesse, l'accélération, tout un nombre de paramètres. Et en plus, on peut aussi récupérer la trajectoire en l'air jusqu'à 2 cm de la position de la tablette, de la surface de la tablette. Alors, en plus, on met un papier sur la tablette pour que les patients aient un retour visuel. Et en fait, pourquoi utiliser cette tablette en particulier? C'est parce que c'est la tablette la plus utilisée dans l'état de l'art et donc ça nous permet de se comparer à ce que font les autres. Mais en même temps, en fait, on parle ici d'objets connectés. Donc, on essaie quand même de généraliser ce qu'on fait à d'autres tablettes plutôt grand public, donc, ou des téléphones munis d'un stylet. Donc, justement, on a eu un stagiaire qui a déjà porté la phase d'acquisition sur un tablette grand public. Voilà, donc on a ça, mais on n'a pas encore le traitement. Et tout ce que je vais présenter, il peut être appliqué invariablement sur la tablette Wacom ou une tablette grand public. Alors, quand on fait l'acquisition, il y a un certain critère d'inclusion ou d'exclusion. Donc, par exemple, la personne doit être âgée de 60 ans et plus. Il y a des critères de non-inclusion. Est-ce que si la personne a des problèmes de vision, des problèmes de santé, comme par exemple un AVC, dans ce cas, il est exclu de l'étude. Et aussi, il y a pas mal de tests neuropsychologiques, par exemple le MMSE, qui est le standard quand il s'agit d'évaluer le profil cognitif du patient. Alors aujourd'hui, voilà ce qu'il en est en termes de collecte de données. Alors justement, Christian passe une bonne partie de sa thèse à l'hôpital Broca. Tout à l'heure, Mehdi demandait est-ce qu'on a accès aux patients. Alors justement, Christian, en l'occurrence, il a fait un travail énorme. Aujourd'hui, il a collecté jusqu'à 232 personnes. Je crois qu'on lui a déjà donné un tablier de médecin à l'hôpital. Donc il a tous les passes droits à l'hôpital. Et ça lui a servi pas mal parce que ça lui a permis de collecter pas mal de données. Et donc il y a tout un tas de classes qu'on a récupérées. Mais ce qui nous intéresse, c'est les classes en genre, c'est-à-dire les Alzheimer à un stage débutant, les contrôles et les MCI. Et on voit qu'on a bien plus de MCI que les Alzheimer débutants, pour la simple raison qu'on considère que le stage débutant. Tous les autres Alzheimer, on ne les considère pas. Et le contrôle aussi, c'est un problème parce qu'en fait, on a essayé de considérer justement les personnes qui accompagnent les personnes qui ont du MCI ou l'Alzheimer, mais en général, il s'avère que la plupart de ces gens, en fait, ils ont le MCI. Parce qu'ils ont, en général, c'est des accompagnants des Alzheimer, ils ont des problèmes aussi. Et donc, voilà, voici l'état actuel de l'acquisition. Donc, en fait, il y a une difficulté, effectivement, d'acquisition qui est énorme avant l'acquisition, puisque, par exemple, Christian doit se greffer au rendez-vous des patients.
pour être là et ne pas perdre une personne. Et puis, une fois qu'il y a le rendez-vous, la collecte de tout ce qui est écriture et dessin, ça dure à peu près 40 minutes. Et puis le test neuropsychologique qui est réalisé par Victoria et ses collègues, il dure 1h30. Un autre problème, c'est que les annotations elles-mêmes, tout ce qui est grand trou, c'est pas aussi simple que ça. En fait, le diagnostic, il peut être lui-même remis en question parfois. Donc, parfois, le médecin va lui donner une étiquette d'Alzheimer. Après, c'est remis en cause quelques mois après. Et puis, on peut avoir aussi des patients qui ne sont pas du tout diagnostiqués. Par exemple, vous voyez ici, on en a 28. Et donc, il y a un problème de taille des données, mais aussi de la qualité des annotations. Et en fait, tout ça, c'est quoi l'impact justement sur l'aspect données? C'est que déjà, tout ce qui est technique, qui consomme beaucoup de données et qui demande, qui nécessite des annotations de grande qualité, ils ne sont pas convenables pour notre problème. Donc, on ne peut pas utiliser des techniques de type deep learning, etc. Alors, le deuxième problème, donc je vais parler de 3 points, donc ça c'est le deuxième, c'est qu'on a 3 classes et on aimerait savoir est-ce que chacune des classes est plutôt homogène, est-ce que les Alzheimer écrivent de la même façon, plus ou moins, est-ce que les MCI font de même, est-ce que les contrôles font de même. Et donc, quand on a commencé l'étude, on pensait justement qu'en regardant l'état de l'art, voilà, c'est que les Alzheimer écrivent plutôt lentement, les contrôles plutôt rapidement, de manière fluide. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et là, j'ai montré 6 textes en fait, qui sont de la tâche de la première tâche qui est le texte imposé. C'est des extraits du Petit Prince que vous voyez ici. Donc on fait écrire à tout le monde les mêmes extraits. Et vous avez ici 6 textes de 6 personnes différentes. Et en fait, voici en fait les étiquettes de chacune. Donc les 2 premiers, c'est des contrôles. Les 2 deuxièmes, c'est des MCI. Les deux derniers, c'est des Alzheimer. Et quand on regarde directement l'écriture, en fait, c'est très difficile de voir ce qui les différencie. Et en fait, le problème, il vient d'où? En fait, c'est que chacune des classes, il n'a pas un seul comportement d'un point de vue écriture, mais chacune est caractérisée par un comportement plutôt multimodal. Alors, on va trouver des Alzheimer qui écrivent rapidement, d'autres qui écrivent lentement, et ainsi de suite. Et on va trouver pareil pour les contrôles. Il y en a qui écrivent rapidement. Alors, ce que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est que la couleur encode la vitesse. C'est que plus c'est rouge, plus ça veut dire on écrit rapidement. Plus c'est bleu, on écrit lentement. Et là, c'est entre les deux. Donc, ça veut dire que cette personne-là écrit pas mal rapidement, surtout quand il s'agit des extents hautes et basses. Et en général, il écrit relativement rapidement ou moyen. Alors que une autre personne contrôle écrit plutôt très lentement. On le voit sur la couleur bleue de la vitesse. Mais on voit pareil. Donc il y a un Alzheimer qui écrit plutôt lentement, un autre qui écrit plus ou moins rapidement. Et pareil en fait pour l'MCI. Et en fait, cela vient du fait, comme j'ai dit, c'est que chaque classe elle est caractérisée par un comportement multimodal où il y a des sous-groupes en fait qui sont distincts l'un de l'autre. Avec la complication, c'est que même les sous-groupes ils peuvent être partagés en différentes classes. Donc en fait, déjà, ça, d'un point de vue donné, encore une fois, et d'un point de vue machine learning, cela déjà en fait exclut les méthodes supervisées qui essaient de classifier les données en 3 classes. On sait dès le départ qu'il ne peut pas marcher. Et nous, ce qu'on va considérer, c'est plutôt des méthodes non supervisées de type clustering pour détecter effectivement des groupes homogènes indépendamment de leur place d'appartenance. Et c'est plus tard qu'on va juger est-ce qu'on trouve un groupe où il y a plus d'Alzheimer que des contrôles, où on les trouve mélangés, etc. Donc vous voyez ici, on ne va pas essayer de discriminer les 3 classes, mais déjà investiguer plutôt est-ce qu'ils sont déjà séparables ou pas au départ. Alors le troisième problème finalement, c'est l'intention de communiquer en fait. Donc je reprends toujours le même exemple, donc on est sur le même extrait. Et en général, quand on veut faire de la reconnaissance, donc l'idée c'est qu'à partir de ce texte manuscrit, on veut avoir un système de reconnaissance qui le traduit en texte ASCII, donc on fait de la reconnaissance. Donc en général, pour cela, on a besoin de personnes, d'opérateurs humains qui vont annoter les données.
Donc ils vont regarder les données, voilà, ils vont dire voilà ce que la personne a écrit, ainsi de suite. On voit que ça peut être plus ou moins difficile, mais en général, l'annotation va être de bonne qualité. Quand il s'agit en fait de... Si notre problème, c'est analyser plutôt la condition au niveau santé, c'est plus du tout aussi simple que ça, parce que une personne n'a jamais l'intention de communiquer sur sa condition de santé, ni n'a la possibilité de le faire. Okay, donc il n'y a pas de désir de communiquer à travers l'écriture, on désire de communiquer plutôt sur le contenu lexical. Et donc cela en fait que la conséquence de cela, c'est que les annotations qu'on peut avoir, c'est-à-dire qu'on récupère de chez les médecins, qui disent une telle personne est Alzheimer, une telle personne est contrôle, en fait ils sont seulement partiels. Ils ne sont pas exacts parce que même s'ils disent une personne elle est Alzheimer, mais on ne sait pas si les caractéristiques de l'écriture qu'il a produite, on peut détecter des dégradations dessus. Donc les annotations elles-mêmes, ils ne sont pas comme, aussi simples et parfaites, en fait de bonne qualité, quand on parle de la reconnaissance. Et en fait, donc, du coup, en fait, quand on regarde l'état de l'art, plutôt ce qu'on utilise, c'est plutôt, on va regarder juste la vitesse moyenne, parce que le problème est compliqué, la vitesse moyenne, etc. Et on va comparer les différentes classes. Est-ce que c'est différent quand on passe de l'Alzheimer au contrôle, etc. Et donc, nous, ce qu'on va faire, comme on ne sait pas déjà est-ce que ces paramètres sont discriminants ou pas, on va plutôt ne pas utiliser ces paramètres globaux, mais plutôt on va apprendre de manière automatique c'est quoi les paramètres les plus discriminants. Donc, donc là, on est dans le problème la représentation, l'apprentissage de la représentation. Alors, c'est un problème qui est connu dans le cadre du deep learning, par exemple, quand il s'agit de faire de la reconnaissance du visage ou des caractères. À partir de l'image brute, on extrait de manière hiérarchique les fichiers qui nous intéressent, sans les extraire à la main. Mais dans notre cas, en fait, on a un problème, c'est qu'on a un petit ensemble de données, les données sont ambiguës, sont partielles, et puis on a surtout des données plutôt séquentielles. Et donc, ce que je vais montrer notre méthodologie rapidement, c'est sur cette tâche qui est les boucles. On voit pareil, en fait, c'est voilà, des contrôles, des LCI, des Alzheimer. Donc c'est difficile, vous voyez qu'il y a de tout. On a l'aspect multimodal encore. Et d'abord, ce qu'on va faire, on va essayer d'augmenter la taille des données en segmentant les boucles, en les isolant. En fait, vous voyez ici le processus en fait, qui est assez simple à travers la transformation de Fourier, parce qu'on profite de l'avantage qu'on a des R répétés. Donc on a une boucle, on a une fréquence fondamentale spécifique à chaque série. Et du coup, on récupère des boucles qui ont, c'est une trajectoire dans le temps, avec des profils de vitesse différents. Et donc, ce qu'on va faire, nous, c'est essayer de faire du clustering dessus, de toutes ces boucles. Et comme il s'agit de séquences temporelles, on va utiliser un algorithme qui s'appelle le Camidoid, qui prend comme distance la DTW, qui s'accommode en fait à des séquences de longueur variable. Et en fait, quand on fait cela, voici ce qu'on obtient. Par exemple, pour un nombre de clusters est égal à 8, on trouve des boucles qui sont prototypes, c'est les centres associés qui sont représentatifs du problème. Et en fait, chaque prototype, chaque médoïde, en fait, c'est une combinaison de différents types de features qui sont, par exemple, le profil de vitesse. Il y en a qui sont plus rapides, plus lents, plus inclinés, plus petites, plus fluides, etc. Si on augmente le nombre de clusters, on est encore plus fin. Vous voyez, on récupère des boucles qui sont beaucoup plus rapides, le niveau des détails augmente. Et maintenant, une fois qu'on a généré ces prototypes pour l'ensemble des données, comment on va caractériser une personne donnée? Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est que... oui, déjà, avant de passer à cela, je vais décrire ce qu'on obtient. Je ne suis pas sûr qu'on regarde bien, mais le cluster, j'ai dit qu'on a pour, par exemple, 8 clusters, on peut analyser qu'est-ce qu'on a trouvé dans chacun des clusters. Alors, si on regarde le premier, vous voyez ici, la première, c'est les médoïdes, le centre.
et à côté, en fait, toutes les boucles qui appartiennent au cluster. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve par exemple celui-là avec des boucles plus ou moins rapides, plus ou moins fluides. Et ce que vous voyez ici, en fait, c'est la distribution des classes sur le cluster. Donc ici, ce qu'on voit, donc je vais laisser de côté pour l'instant les MCI, mais on voit ici qu'il y a seulement 4 boucles appartenant aux Alzheimer et 63 au contrôle. Donc ça, c'est plutôt un style d'écriture où les Alzheimer ont du mal à maintenir le rythme, le bon style commun. Si on prend le deuxième, maintenant c'est l'opposé. On a beaucoup plus d'Alzheimer que des contrôles, 10 versus 48. Et ça, c'est plutôt, justement, il y a moins de fluidité. Vous voyez, on a de changement d'inclinaison assez rapide, etc. Et donc ça, c'est plutôt la dégradation de l'écriture chez les Alzheimer. Alors, on a un troisième cluster qui est aussi intéressant, on voit que les boucles sont plutôt fluides, mais on trouve beaucoup d'Alzheimer, mais aussi beaucoup de contrôle. Et en fait, ce type de cluster correspond aux Alzheimer, mais qui ont maintenu un bon style d'écriture. À l'opposé ici, pareil, on a un quatrième cluster qui est l'opposé. On trouve beaucoup d'Alzheimer, aussi beaucoup de contrôle, mais les boucles en question, on voit qu'elles sont petites, qu'elles sont irrégulières, ils ne sont pas fluides. Et là, en fait, c'est plutôt les contrôles qui ont, dans leur écriture, est plutôt le rythme n'est pas bon, etc. Donc vous voyez, donc on voit le comportement multimodal pour chacune des classes. Maintenant, si on parle du MCI, ce qui est intéressant, vous voyez toutes les classes, il est toujours très bien présenté, très bien présent en fait dans les différents clusters. Et en fait, cela, c'est plutôt normal parce que il correspond à un spectre cognitif très large du moment où il vient juste d'être détecté, alors que la personne était en contrôle, à l'étape finale, juste avant le diagnostic de l'Alzheimer. Et donc c'est normal qu'il soit un peu partout, aussi bien quand il s'agit de bien écrire, il y a des personnes qui écrivent bien, d'autres moins, etc. Alors si on augmente le nombre de clusters, ça c'était pour 8, j'ai choisi 4 parmi 8, mais si on augmente, donc 30, donc là j'ai choisi 6, alors déjà on voit émerger de nouveaux clusters, donc des boucles très très rapides qu'on ne voyait pas avant, et que même les autres clusters, en fait, ils deviennent beaucoup plus fins. Ça veut dire qu'ici, vous voyez, en fait, il n'y a que des boucles vraiment très très lentes, pareil ici, etc. Et en fait, aussi, on le voit dans le caractère discriminant des nouveaux clusters. Vous voyez ici, par exemple, on ne voit que deux boucles appartenant au contrôle versus 46. Et ici, il n'y a qu'un contrôle versus 23. Et ici, à MIM, il n'y a aucun Alzheimer. On écrit très rapidement et plutôt des contrôles. Alors maintenant, une fois qu'on a décrit les clusters en termes de boucles, on veut maintenant caractériser des personnes. Une personne génère un certain nombre de boucles. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va projeter ces boucles sur le dictionnaire de boucles qu'on a, et on va générer un histogramme qui nous dit comment cette personne écrit, combien de fois elle a généré son nombre de boucles, combien elle a généré son nombre de boucles, et ça nous dit une idée sur la variabilité des styles d'écriture qu'il préfère. Et donc là, ce qu'on va faire sur cette nouvelle représentation, on va faire un deuxième clustering. Et j'ai encore quelques minutes. Il me reste encore pas mal de... donc ce qu'on va faire, on a un clustering à deux niveaux, deux types de clusters. Et en fait, le problème qui se pose, c'est comment déterminer le nombre de clusters. Et pour ça, on fait appel à des techniques bien connues qui sont l'information mutuelle, qui va sélectionner le nombre maximum de clusters. Et pour pénaliser en fait le nombre de clusters, en fait, on va introduire un facteur de pénalisation qui va ajouter de nouveaux clusters seulement quand ça en vaut la peine. Alors, quand on fait ça, on arrive à sélectionner c'est quoi la combinaison optimale des nombres de clusters. Qu'on trouve, c'est celle-là. Mais je vais présenter rapidement l'analyse de celui-là parce qu'on a seulement 3 clusters. Alors, quand on fait cela, voici le clustering final qu'on trouve. En fait, on trouve 3 clusters, mais un où il y a peu d'Alzheimer et surtout des MCI et de contrôle, et un où c'est l'inverse, c'est plutôt des MCI et des Alzheimer. Okay.
Donc en fait, on a deux clusters majeurs. Et le MCI, donc, il a un comportement bimodal. Soit il a des caractéristiques d'écriture qui s'approchent de celles des contrôles, soit il a des caractéristiques d'écriture qui s'approchent de l'Alzheimer. On peut même aller plus loin et regarder en termes de style chaque cluster, comment il est caractérisé. Alors, on a fait une dernière expérience pour dire, voilà, est-ce que ce genre de ce qu'on trouve ici, qui est très intéressant, est-ce qu'il y a une corrélation avec les scores de MMSE et l'âge? Et on trouve effectivement une corrélation, parce que si vous voyez le cluster où il y a beaucoup d'Alzheimer et moins de contrôle, alors on voit en fait que l'âge est plus élevé dans les deux cas, et le MMSE il est beaucoup plus faible. Donc il y a vraiment une corrélation entre le MMSE et le fait que les MMCI, par exemple, se trouvent avec l'Alzheimer ou l'inverse. Alors ça, c'est une autre analyse plus fine, on augmente le nombre de clusters. On a comparé aussi avec les techniques de l'état de l'art qui considèrent que les vitesses moyennes au lieu de la trajectoire totale. Et en fait, ce qu'on trouve, c'est que déjà, au niveau de l'information mutuelle, on trouve une valeur beaucoup plus faible que ce que nous, on a trouvé, c'est-à-dire pratiquement la moitié. Et surtout, finalement, des clusters qui sont beaucoup moins intéressants. Un cluster qui est très, très élevé, l'essentiel des données, où il n'y a aucune discrimination entre les classes, et de petits clusters où on arrive à faire la discrimination. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai presque terminé. J'ai parlé que des boucles, mais notre idée, c'est généraliser au texte en entier. En fait, c'est ce qu'on peut faire. Il suffit en fait de segmenter le texte. Et, on peut utiliser tout ce qu'on a dit plutôt sur le texte en entier. Et dans ce cas, profiter des lettres majuscules, les accents hautes, des descenders, etc. Alors, en conclusion, alors je passe pour la conclusion, mais surtout pour dire que, en fait, on a proposé deux nouvelles techniques. C'est qu'une technique non supervisée, mais guidée par les labels pour sélectionner le nombre de clusters optimal, et puis une nouvelle représentation de données séquentielles qui elle-même extrait les paramètres les plus discriminants. J'ai passé sur la classification, les stratégies de décision, l'interprétabilité, je pense qu'ils sont importants d'un point de vue donné. Mais, dernier slide, deux slides. Tout ce que j'ai dit, en fait, on peut le généraliser à d'autres signaux comportementaux, c'est-à-dire la voix et le geste, parce que finalement, c'est le même problème. La voix et le geste, c'est des signaux comportementaux communicatifs. Et en fait, pareil, donc on s'attend à ce qu'ils aient des comportements multimodaux et qu'il n'y a aussi pas de communication, d'intention de communication sur la condition de santé. Il y a aussi une similarité au gait, à la marche. Et dernier slide, c'est qu'effectivement, on peut améliorer le travail de différentes manières. Ça veut dire, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai présenté, c'était seulement la vitesse, mais on peut le faire aussi, considérer la trajectoire de l'accélération, le jerk, etc. On peut considérer les autres tâches qu'on a dans la collecte de données, d'autres modalités les fusionner, et surtout une étude longitudinale qui va nous permettre de voir comment l'écriture évolue, par exemple, entre aujourd'hui et 18 mois après. Voilà, j'ai terminé. Merci pour votre attention. Je vois qu'il y a une personne qui a le droit à, allez, on va dire 2-3 questions. Merci Mounim. Juste une question. Si je comprends bien, mis à part l'aspect feature engineering et l'apprentissage qui a été effectué, unsupervisé, est-ce que le modèle dépend aussi fortement du type de langage d'écriture? C'est-à-dire si on passe vers le chinois ou le japonais ou... Justement, c'est l'avantage de l'étude, justement parce qu'elle ne dépend pas du tout du langage, parce que toutes les features qu'on considère, ils sont automatiquement apprises. Justement, c'est plutôt les méthodes que j'ai évoquées dans l'état de l'art. On essaie de calculer, par exemple, une vitesse moyenne, etc. C'est ça, c'est plutôt qui est basé sur l'expertise humaine de l'état de l'art. Mais tout ce qu'on a appris, plutôt, c'est vraiment, on laisse les données parler elles-mêmes pour dégager les features les plus importantes, et du coup, en fonction du langage en question. Donc ça peut aller plus loin. Si on considère, par exemple, le Parkinson,
ça peut s'appliquer exactement de la même façon sans changer rien du tout. Parce que du moment qu'on a des données captées liées au Parkinson. Ok. Oui. Deuxième question. Bonjour. J'ai une interprétation possible un peu différente pour vos MCI. Je suis médecin. Vous avez parlé en fait d'un continuum entre les contrôles et les Alzheimer qui passerait par le stade MCI. En fait, il y a des MCI qui deviennent jamais des Alzheimer. Et en clinique, avec des outils cliniques, on a encore du mal à savoir quand on a un patient MCI s'il va devenir Alzheimer ou pas. Pour le savoir, on le fait souvent une ponction lombaire avec des marqueurs biologiques, donc un acte invasif ou une TEP amyloïde, mais qui est encore réalisée en recherche. Je pense que ça pourrait être intéressant de suivre l'évolution et de voir si justement, quand vous avez les deux groupes de MCI, ceux qui s'approchent avec l'écriture des contrôles et ceux qui restent d'Alzheimer, si en fait ça prédit pas l'évolutivité de vos patients. Et ensuite, si les cliniciens avaient un outil simple, informatisé, où il ferait écrire le patient sur une tablette et elle lui dirait dans quel groupe il est supposé aller, ça nous éviterait des examens plus invasifs. Ça serait l'intérêt, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Justement, l'idée, c'était pas de dire, voilà, l'évolution d'un point de vue chronologique dans le temps. Plutôt, effectivement, il y a des MCI qui ne deviennent jamais des Alzheimer. Et justement, ce genre de MCI, normalement, il serait plutôt dans le cluster qui était avec les contrôles. Donc ça rejoint parfaitement ce que vous dites. Et justement, ça justifie qu'on voit ces deux tendances, parce qu'effectivement, il y a des MCI qui ne vont jamais se convertir en Alzheimer. Une dernière question. Est-ce que je peux... Si? Non? Alors, je vais peut-être poser une dernière question, toute courte. Alors, à la fin de ta présentation, tu avais parlé de la possibilité de généraliser tes approches au geste, à la voix, etc. Mais est-ce que, justement, il n'y a pas des régions dans le corps, j'ai envie de dire les mains, peut-être la tête, le mouvement de la tête, qui vont peut-être plus facilement montrer les signes, on va dire, que toi, tu vas pouvoir analyser avec tes... j'ai envie de dire, avec le geste, est-ce que tu... D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'est des choses que tu souhaites faire ou est-ce que tu as des résultats sur ce sujet? J'ai pas de résultats, mais j'ai travaillé pas mal sur, par exemple, la reconnaissance de personnes par la marche. Je travaille aussi sur la reconnaissance des gestes, plutôt pas dans le cadre de santé, mais vraiment reconnaître le geste en tant que geste communicatif, etc. Mais c'est vrai que l'idée principale, si tu as remarqué, j'ai pas parlé du tout des données qui ne sont pas comportementales. Par exemple, tout ce qui est imagerie médicale, etc., où il y a effectivement le degré d'ambiguïté est beaucoup plus faible. Et en plus, les hôpitaux, ils ont plein de données, etc. Et alors, on peut utiliser des techniques, du learning, etc. Mais en fait, ce que je pense, c'est que du moment qu'on a des modalités comportementales, ben, forcément, ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas à l'avantage qu'est-ce qui est discriminant ou pas. Tu vois, je ne suis même pas allé loin pour parler de tout ce qui est NLP, parce qu'effectivement, on peut détecter des troubles, etc. Mais on peut aussi imaginer que les gens qui n'ont pas d'Alzheimer, etc., à un moment, à cause du vieillissement, etc., c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déterminisme de dire, voilà, on a l'Alzheimer, donc on a forcément des problèmes de syntaxe, ou bien et pareil pour le geste, voilà, donc le comportement humain il est différent. Il y en a qui vont changer leur comportement, voire radicalement, seulement à cause du vieillissement, sans qu'il y ait un problème lié à une pathologie neurodégénérative, et l'inverse est vrai. Donc il y a un degré d'ambiguïté quand on parle de signaux comportementaux qui est assez élevé, intrinsèquement. Tu vois, indépendamment, est-ce qu'il s'agit de l'écriture, de la voix ou de la marche qui n'est pas communicative, mais c'est pareil. D'accord, merci Mounima. On va applaudir encore Mounima.